Bienvenue à tous, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Aujourd'hui, c'est la partie numéro 2 des origines africaines de l'Asie. C'est parti comme d'habitude, générique. Paul Faber on the track. Voilà, comme d'habitude, pour commencer un sujet, je vais un petit peu m'écarter du titre. Donc, au jour d'aujourd'hui, on sait que au moins, je pense, 30%, si ce n'est pas plus, de la population africaine ne croit plus du tout en la religion, que ce soit la religion musulmane et que ce soit la religion catholique. On est dans l'ère du Verseau, là où toutes les énergies, tous les énergies mensongères n'ont plus du tout accès. Tout est en train d'exploser. Vous allez voir que dans ma chaîne YouTube, en fait, il y a une vidéo que je parlais de le fait psychiatrique de l'esclavagisme qui a été bloqué dans certains pays. Et 2 vidéos, j'ai été bloqué carrément dans des groupes Facebook. Vous voyez que je ne publie plus du tout dans les groupes Facebook. J'ai été complètement bloqué parce que je parlais dans 2 émissions. La partie 1 de la fin de l'Europe et la partie numéro 2 m'ont complètement été censurés. Parce que lorsqu'ici, en Occident, on dit la vérité qui est mal perçue par les Occidentaux, eh bien, on te bloque. Depuis des années, des siècles, ils ont montré que c'était eux les sauveurs, ils sauvaient le monde et ils continuent encore avec leurs bêtises, avec leur cinéma, la télévision et tout ça. C'est tous, aujourd'hui, qu'ils foutent le bordel, c'est eux les destructeurs de la terre, c'est eux les destructeurs des humains, c'est eux qui sont là pour... en fait, ils sont tout simplement pas à leur place. Alors, ils peuvent me bloquer sur YouTube, me bloquer sur Facebook, ou même me tuer. Je veux dire, l'importance de l'homme, c'est ce qu'il a, l'âme. C'est pas tout ce qui est physique, c'est-à-dire les chirurgies, tout le bazar que l'Occident montre à tout le monde. Tout ça, ce n'est que du blabla. L'important, c'est l'énergie que tu dégages. Revenons à nos moutons. On va parler de l'Inde, qui se trouve évidemment en Asie. Déjà, ce mot Inde veut dire noir. Il y a plein de gens qui ne vont pas me croire, mais l'origine même de le mot Inde, ça veut dire noir. Vous allez voir que au cours de cette émission, les sous-traductions ou comment est-ce que le mot s'est transformé. Donc voilà. Et on dit aussi que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et on sait très bien, nous tous, nous savons très bien qu'il y avait déjà non seulement des Noirs, et aussi ceux qu'ils appellent des Indiens, qui étaient déjà en Amérique. Donc il n'est pas possible que ce comique de Christophe Colomb a pu découvrir quelque chose qui a déjà des gens dedans. Ils vont célébrer Columbus en Amérique, ils vont célébrer Columbus et tout ça, en disant comme quoi c'est Christophe Colomb qui l'a découvert. Et avant de le découvrir, ils disent comme quoi qu'en fait, il s'est complètement trompé. Or que c'est absolument faux. On sait très bien que l'origine de toute cette planète, c'est le noir. Mais je vais vous répéter 1000 fois, avec tout ce qui est esclavagisme et tout ça, ils ont essayé de tout brûler, tout recommencer pour commencer avec leurs mensonges, qu'aujourd'hui tout se casse la gueule. Avec Thomas Koffé, vous allez voir que ces explications techniques sont plus compréhensibles. Moi, je trouve quand même relativement aberrant, je trouve même ubuesque. Il y a des congrès qui se déroulent donc dans la partie Caraïbes et Amérique sur le peuplement de ces régions et le peuplement africain de ces régions. Il y a des fouilles archéologiques qui sont faites. Il y a des datations qui sont faites. Il y a toute une série de choses qui sont faites. Si vous n'avez pas la presse spécialisée, si vous n'achetez pas les études, donc les rapports de fouilles, les rapports de datation, que vous achetez directement dans les universités, vous n'êtes pas au courant qu'on fait des fouilles dans la Caraïbe et qu'on découvre des ossements africains qui montrent que les Africains étaient là avant les Amérindiens.
La version populaire des historiens européens est que Christophe Colomb aurait en fait voulu aller en Inde et qu'il se serait trompé et serait arrivé dans les Bahamas après 61 jours de voyage. Mais, vous savez, cette histoire n'a absolument aucun sens pour moi. Elle n'a ni queue, ni tête, et la première fois que je l'ai entendue, je me suis demandé, est-ce que ce n'était pas une blague? Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, nous allons regarder la carte du monde. Ici, nous avons l'Espagne. Ici, nous avons l'Inde. Et ici, nous avons les Bahamas. Ne voyez-vous pas que l'Inde se trouve à l'opposé des Bahamas, à l'opposé des Amériques? Alors, est-ce que les historiens européens sont en train de nous dire que Christophe Colomb, en quittant l'Espagne, ne savait pas où se trouvait l'Est et où se trouvait l'Ouest? Certains diront que les Espagnols et les Portugais de cette époque ne maîtrisaient pas la navigation. Mais, à cet argument que je trouve très fébrile, je rappelle que les Noirs d'Europe, notamment les Maures d'Espagne et du Portugal, maîtrisaient parfaitement la navigation. Et puis, il y avait eu d'autres explorateurs européens qui avaient déjà visité l'Inde. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce genre de voyage coûte extrêmement cher. Il faut payer les bateaux, il faut payer les vivres, il faut payer l'équipage. Mais Christophe Colomb n'était pas riche, il n'avait pas d'argent. Cependant, la couronne catholique de l'époque, c'est-à-dire le roi Ferdinand II et la reine Élisabeth, vont financer son expédition, et c'est ainsi que Christophe Colomb se retrouva à la tête de 3 navires. Mais, pensez-vous réellement qu'avec tous les navigateurs qui vivaient en Espagne et dans le reste de l'Europe, pensez-vous qu'il soit possible que la royauté finance un si coûteux voyage à une personne qui ne connaît pas son Est de son Ouest? Sans compter que Christophe Colomb n'était pas le seul navigateur sur les 3 navires, car il y a toujours plusieurs navigateurs sur les navires afin de corriger les erreurs de navigation. C'est à croire que les historiens européens veulent nous faire croire qu'aucun des navigateurs sur les 3 navires, y compris Christophe Colomb, ne connaissait l'Est de l'Ouest. Aucun ne s'était donc rendu compte qu'ils allaient dans la mauvaise direction, c'est-à-dire à l'opposé de l'Inde. C'est impossible. Christophe Colomb savait exactement où il se dirigeait. Comme je vous ai dit, le mot même indien veut dire noir. Je répète, le mot indien veut dire noir. Les hindous, ou les indiens comme vous préférez les appeler, le savent très bien. D'ailleurs, déjà, leurs dieux, eux-mêmes le disent, que c'est un noir, ou une noire, une déesse noire. Donc, eux-mêmes le savent très bien. Donc ici, Thomas Koffé va bien vous expliquer le peuplage et l'origine de ces mots. Et je vous avais dit même, le mot Japon, ça veut dire venir du soleil. Ça veut dire les Africains qui venaient du soleil, ils ont peuplé le Japon. Donc tout ce périmètre asiatique était déjà habité par des Noirs. L'Amérique, que ce soit nord, sud, était déjà habité par des Noirs. Donc les historiens, comme on dit, les historiens européens de l'Occident, excusez-moi, vont toujours vous raconter l'histoire du vainqueur, qui sont les meilleurs, et le noir n'a jamais rien fait. Le noir est ici depuis des millions d'années. Ils ont attendu 7000 ans pour qu'à ce que le caucasien arrive, ou que des gens puissent fabriquer le caucasien, pour qu'ils puissent venir ici et commencer à nous enseigner la Bible et tout leur baratin mensongère. Voilà. Voici ce dont j'ai la certitude. J'ai la certitude que Christophe Colomb avait déjà vu des Indiens. Peut-être pas en Inde, mais en Espagne ou au Portugal, car à son époque, toute l'Europe allait en Inde par voie terrestre et maritime pour le commerce des épices. En plus, plusieurs explorateurs espagnols et portugais avaient déjà été en Inde et avaient pris pour habitude de kidnapper les Indiens afin de les exhiber à la cour royale, afin d'agrandir leur renommée et de s'attirer la sympathie du grand public. J'ai donc la certitude que Christophe Colomb avait déjà une bonne connaissance de la couleur de peau des Indiens, de leur phénotype, c'est-à-dire de leurs traits de visage, de leur taille, de la texture de leurs cheveux et peut-être même de leur culture. C'est donc pour toutes ces raisons que lorsqu'il arrive dans les Bahamas, puis en Amérique latine, il donne le nom indien
à toutes les populations qu'il rencontre. Pourquoi? Parce que les populations que Christophe Colomb va rencontrer dans ces régions lui rappellent les Indiens qu'il avait déjà vus en Espagne et au Portugal. Je veux dire par là que Christophe Colomb n'a aucune raison d'appeler ces populations indiens, à moins que les populations qu'il rencontre dans ces régions ressemblent comme deux gouttes d'eau aux Indiens qu'il avait déjà vus, dont il était déjà familier, et pour qui il avait déjà enregistré une identité très précise basée sur la couleur de peau, la taille, la texture de cheveux, les phénotypes, les habitudes et les croyances. En plus, le mot indien n'est pas un synonyme du mot barbare. Le mot barbare était très souvent utilisé par les Européens de toutes les époques pour désigner les étrangers et ceux qui étaient différents d'eux. Mettez-vous à la place de Christophe Colomb. Si vous arrivez sur une terre inconnue et vous nommez Indien toutes les populations que vous rencontrez, n'est-ce pas parce qu'ils ressemblent fortement aux Indiens que vous avez déjà rencontrés ou que vous connaissez déjà? Prenons un autre exemple. Si on vous présente un objet et on vous demande la couleur de cet objet, si vous dites que la couleur est noire, n'est-ce pas parce que vous êtes familier avec la couleur noire? Autrement, si c'est une couleur que vous ne connaissez pas, vous allez utiliser toute une série de synonymes et de comparaisons pour indiquer la couleur de l'objet. Mais ce n'est pas ce que Christophe Colomb fait quand il arrive dans les Amériques. Quand il arrive dans les Amériques, il écrit et il nomme Indiens, Indiens d'Amérique, toutes les populations qu'il rencontre. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce que l'on fait tout le temps? Ne dit-on pas les Noirs d'Asie ou les Blancs d'Afrique du Sud? Parce que ces populations noires qui sont en Asie et ces Blancs qui sont en Afrique du Sud nous sont quelque peu familiers, même si on ne les a jamais rencontrés. Il existe aujourd'hui deux types d'Indiens. Un est l'autochtone de l'Inde et l'autre est un étranger qui porte le nom des populations indiennes dont il a volé la culture. À cet effet, il faut savoir que le mot Inde veut dire noir. Donc, sachez que les mots tels que hindou, hindi, indien et indo, utilisés pour désigner la terre, la culture, la langue, la population et la religion du sous-continent indien, sont des mots référents à la couleur noire. Et sachant que les premières populations de l'Inde viennent de l'Afrique, nous pouvons même vérifier si le mot Inde a ses origines en Afrique. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que dans les langues d'Afrique centrale, hindi veut dire noir, vindi veut dire noir, Kohinda veut dire devenir noir, Ahindi veut dire être noir, Hinda veut dire noir, Mohindo veut dire homme noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les variantes du mot Inde veulent dire noir dans les langues d'Afrique centrale. Ensuite, quand on étudie l'histoire de l'Inde, on apprend que la majorité des historiens indiens s'accordent aujourd'hui à dire que les premiers habitants de l'Inde furent les Noirs. L'historien Harry Hamilton Johnston nous explique que il ne peut y avoir le moindre doute que les tribus avant l'apparition de la civilisation dravidienne, telles que celles des collines Nilgiri et des forêts au sud-ouest de Madras, de Mysore, de Cochin et de Travancore, ont du sang noir. En 2009, l'historien George Weber nous dit ceci. Tant de connexions et de similarités entre les négritos, c'est-à-dire les noirs de petite taille, les védoïdes, c'est-à-dire les noirs, les papous, les habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les mélanésiens, dans mélanésien se trouve le mot mélanine, les australésiens, c'est-à-dire les noirs d'Australie, et les tasmaniens, c'est-à-dire les noirs de Tasmanie, ont été répertoriés à tel point que nous pouvons supposer qu'au minimum, ils vécurent ensemble pendant très longtemps en Asie tropicale, où qu'ils ont une origine commune. En 1931, le directeur de l'enquête anthropologique sur l'Inde, Biraja Sankar Guha, publie une série de recherches sur les populations les plus anciennes de l'Inde. Il écrit ceci. Le plus probable est que les négritos soient les premiers arrivants de l'Inde. Leurs descendants sont les Andamanais, les Nicobarais, les Kadars, etc., etc.
L'historien indien Vidya Prakash Tyagi explique qu'après que les populations africoïdes se soient installées en Inde, elles furent suivies par les populations véloïdes et australoïdes. Il nous dit ceci: les populations véloïdes sont caractérisées par un corps gracile, la peau noire, les cheveux ondulés, le nez large et plat, les lèvres larges et charnues. Ils avaient des visages et des fronts longs, des yeux larges et de petits mentons. Encore une fois, ces noms, c'est-à-dire véloïdes, négritos, australoïdes, mélanésiens, africoïdes, ne sont que les noms que les historiens européens donnent aux populations africaines qui sortent de l'Afrique. Donc, l'Inde fut peuplée d'abord par les Noirs, jusqu'à l'arrivée fatidique des Aryens, c'est-à-dire des populations eurasiatiques, encore appelées les Yamnaya, les Blancs, qui feront la guerre aux populations noires, les repoussant toujours un peu plus vers le sud avant de s'approprier leur culture, leur nom, et de s'installer dans le nord de l'Inde. Donc, quand Christophe Colomb nomme Indiens toutes les populations qu'il rencontre dans les Amériques, cela veut tout simplement dire qu'il n'a rencontré que des populations noires partout dans les Amériques. Et il n'a pas été le seul. Les preuves sont là. Même eux-mêmes, les Occidentaux, lorsqu'ils font des recherches, ils se trouvent à un certain moment face à la vérité. Je veux dire, les écrits, ça peut changer. On peut écrire n'importe quoi. Mais l'ADN même reste. Donc, ils font des expéditions n'importe où dans les Amériques ou dans le monde, dans l'Inde. On trouve de vieux crânes. Lorsqu'on prélève l'ADN, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent que ces gens, ils étaient des Noirs. Et ça, c'est une preuve irréfutable. J'ai ici le crâne de Lucie, l'un des plus vieux, sinon le plus vieux squelette humain jamais retrouvé en Amérique. À l'époque de sa mort, il y a 13 000 ans, elle avait entre 20 et 25 ans. Lucie a été exhumée dans le centre du Brésil en 1975. La morphologie de son crâne a intrigué les chercheurs. Les Amérindiens d'aujourd'hui ont des pommettes hautes et larges, comme les habitants de Sibérie et d'Asie orientale. Mais pas Lucie. L'une des principales différences se situe au niveau des pommettes. Sur ce crâne, elles sont très hautes et aplaties. Celles de Lucie sont plus basses et moins plates que celles de ce spécimen asiatique. La reconstruction faciale a confirmé les doutes des scientifiques. Lucie n'avait pas de traits asiatiques. Donc, au jour d'aujourd'hui, aucun historien, je dis bien aucun historien, peut nier comme quoi que les Noirs étaient les premiers habitants, les premiers peuples dans tous les continents du monde entier. Aucun historien peut dire que c'est du farfelutage. C'est impossible déjà. Si les Noirs étaient là depuis longtemps, on ne peut pas dire que les Noirs étaient en train de chômer et regarder le soleil à côté de son baobab. C'est plus d'une centaine de crânes et de squelettes intacts qui ont été trouvés, sur une superficie de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est un peu comme si ils avaient créé une ville qui était de la taille de New York, à l'intérieur du Brésil. Et on a fait les prélèvements d'ADN et on sait précisément d'où ces gens viennent d'Afrique. Et vous allez voir que tout compte fait, en fouillant bien l'histoire de tout ce que Christophe Colomb et tous les autres, soi-disant, les gens qui ont découvert le peuple là-bas, de quelle population il s'agit réellement. Parce que là, on nous baratine comme quoi que l'Afrique, il n'y a que des Noirs, l'Amérique, il y a des Indiens, en Inde, il y a des Hindous, des Indiens, en Europe, c'est tout blanc, en fait, ils sont éclaircis avec le temps. La seule preuve de voir si un noir éclairci avec le temps, c'est quoi? C'est le laisser pendant plus de 100 ans ou 200 ans, ou je ne sais pas, pour voir s'il éclaircit, mais au bout de 100e année, il sera déjà mort. Ça, c'est de 1. De 2, une population qui commence à changer de couleur à cause du climat, c'est du n'importe quoi. Les scientifiques eux-mêmes vont vous le dire, ça n'existe pas.
Parce que si on amène des lions au cirque, puis les cirques existent, vous aurez des lions tout blancs. Peut-être que je me trompe, mais scientifiquement, c'est impossible. À partir de 1513, plusieurs explorateurs européens ont témoigné avoir rencontré des Africains en Amérique du Sud et en Amérique centrale, comme le souligne l'écrivain James Guthrie. Les témoignages de populations nègres le long des côtes du Panama, de la Colombie et du Mexique sont attribués à Vasco de Balboa, Lopez de Gomorra, Fray Gregoria Garcia, etc., etc. Il ajoute, l'explorateur de Quatre Fages rapporte lui aussi la présence de populations noires le long de la rive nord de la rivière Plata, en Uruguay. En 1959, l'historien Frederick Peterson écrit ceci. Nous pouvons retracer l'évolution de l'homme au Mexique sans noter aucune influence européenne, à part de fortes influences fondatrices nègres. Les Amérindiens disent clairement que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient conscients qu'il y avait déjà des gens là. Vous avez des façades, mais des centaines de façades peintes. Et ça ne représente pas leur culture. Ça représente même, il y a des animaux qui n'existaient même plus à leur arrivée. Donc, tout le monde dit qu'il y a une population noire qu'on appelle les Olmecs, qui est directement venue d'Afrique avec cette technologie. Il y a des Noirs aux alentours de 800, donc il dit c'est notamment ceux de la 25e dynastie, qui sont venus avec un savoir technologique, qui ont essaimé et ils ont commencé tout simplement à bâtir des éléments, y compris de culture. La cérémonie, par exemple, du défunt, de l'ouverture de la bouche en Égypte, est la même cérémonie représentée sur les murs des pyramides en Amérique du Sud. Donc c'est-à-dire que c'est intéressant de voir qu'on a beaucoup de preuves scientifiques, archéologiques et autres, sans compter le testament des experts amérindiens qui sont des professeurs d'université, qui sont aussi des directeurs de musées, qui vous disent mais non, les têtes Olmecs, c'est pas nous. Ce sont des Africains qui étaient venus ici pour apporter les éléments de la civilisation. Et les Mayas, Incas, ce sont les enfants de ces gens qui ont récupéré ces savoirs et qui ont finalement donné naissance à ces civilisations que le Portugal a détruit après quand ils sont venus organiser la colonisation. Donc, entre ces deux populations qui aujourd'hui portent le nom indien, celle-là est celle dont parle Christophe Colomb. C'est aussi de cette population dont parle l'explorateur de Quatre Fages. C'est aussi de cette population dont parle Gregoria Garcia et également Vasco de Balboa. Et c'est également de cette population dont parle Amerigo Vespucci. Parce que vous savez Kanka Moussa, le souverain qui était là avant lui, c'est-à-dire son frère, est parti avec une flotte de 2000 marins en direction de l'Amérique. D'accord. Et ce qui est, je dirais, relativement problématique, c'est que les Arabes étaient dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire qu'ils occupaient l'Espagne à l'époque. Et donc, du coup, ça va tout simplement déferler, cette information va déferler dans le monde arabe. Et quand les Catalans vont réaliser la carte du monde, où ils vont représenter le roi, donc malien, à la tête de son empire, assis sur un trône d'or, avec un sceptre d'or, une couronne d'or et un globe d'or, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un bateau, donc un grand bateau, qui est orienté vers l'Amérique. Bakary II, souverain donc, du Mali, quand il est venu donc, en 1312, donc, il est arrivé avec sa flotte de 2000 personnes, c'est évident qu'il a essaimé en Guadeloupe, en Martinique, partout. Et c'est évident que ces gens-là ne sont pas venus qu'une seule fois. Lorsque Christophe Colomb est arrivé donc, en Haïti à Hispaniola, les Amérindiens lui ont dit, bon, on a l'habitude de voir des... C'est-à-dire, on vous fait croire que ces gens-là ont vu, les seuls bateaux qu'ils ont vus, c'est ceux de Christophe Colomb, alors que toutes les semaines, ils valaient des bateaux africains. Mais bien sûr. On vous a expliqué plein de fois comment est-ce que l'esclavagisme était arrivé, je ne sais même pas comment... Je me rappelle même plus que tellement c'était une histoire sordide. Là, Thomas Koffé va bien vous expliquer comment est-ce que ces gens ont décidé à un certain moment de faire de la main-d'œuvre mécanique, musculatoire et tout ce que vous voulez. Donc à un certain moment, ils avaient exterminé tout le monde, les Caucasiens ont exterminé tout le monde, qu'ils étaient seuls, et ils ont vu comme quoi qu'en fait ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas plus tard
pas plus tard, bien avant, on avait exterminé ces peuples qui étaient très foncés de peau. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller en Afrique, prendre le même peuple et venir aller chez nous pour commencer à faire de notre main-d'œuvre, nos machines. Donc là est né l'esclavagisme. J'en conclus donc que les Indiens des Amériques étaient des Noirs descendants de populations africaines. Cela veut dire que parmi les populations des Amériques que les Européens vont exterminer, la plupart étaient des populations négro-africaines. Par la suite, quand les plantations de tabac et de canne à sucre vont prendre de l'ampleur et propulser l'économie des Amériques, les Européens auront besoin d'une main-d'œuvre abondante. Le problème qui se posait à cette époque est qu'ils avaient déjà exterminé les populations locales qui auraient pu leur servir de main-d'œuvre et que maintenant, ils devaient en trouver une autre. Et vers qui vont-ils se tourner pour remplir leurs plantations? Vous l'avez deviné, ils vont se tourner vers l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Noirs qu'ils avaient vus en Afrique ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux Noirs qu'ils avaient déjà exterminés dans les Amériques. Même couleur de peau, même texture des cheveux, même tradition, même protection naturelle contre le soleil ardent qui frappe dans les plantations. Et donc, si ces Noirs d'Afrique sont les mêmes que ceux qu'ils ont exterminés dans les Amériques, alors ils vont s'adapter très facilement au climat et ils seront tout aussi facilement exploitables. Donc, il devient préférable d'aller faire les razzias en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Donc vous avez compris. Il y avait bien des Africains en Amérique bien avant les Indiens. Que les Caucasiens ont tous exterminé. Je dis tous, ils ont complètement tous exterminé. C'est ce qu'ils ont voulu faire en Afrique. Mais l'Afrique, c'est ce qui nourrit le monde, c'est la racine même. Donc ils ne peuvent pas exterminer, l'Afrique est très grande, ils ne peuvent pas exterminer des gens comme ça. Mais en Amérique, ils ont tous exterminé. Donc, tout ce que vous voyez comme reste en Amérique, qui ne comprennent pas, tout ce qui est monuments, qui sont restés en Amérique, ça n'a absolument rien à voir avec les Indiens, peuple Inca, tout ce que vous voulez. Ça n'a absolument rien à voir. C'était des Noirs. Même tous ces gens-là, lorsqu'on les parle de toutes ces civilisations, ils ne comprennent pas vraiment, mais ils savent, avant qu'ils viennent, il y avait déjà des Noirs qui étaient dedans, qu'on les a tous complètement exterminés pour remplacer par un autre peuple. Donc tout ce que vous voyez comme les Noirs américains qui sont maintenant là, sont des Noirs américains dont on avait pris la famille en Afrique, on les avait enlevés en Afrique et on les a catapultés en Amérique pour faire des esclaves. Vous voyez tous ces Noirs américains qui sont un petit peu perdus. Mais l'origine même des Noirs qui étaient là-bas, ils ont tous été exterminés. Ça, c'est une autre phase. Comment est-ce qu'ils ont exterminé? Par l'aide de qui? Les Elohim, avec les Caucasiens. Ça, c'est une autre histoire. Les sociétés eurasiatiques patriarcales ont toujours fonctionné de cette manière depuis l'Antiquité, car leur mode de progression est en fait la prédation. Ces sociétés eurasiatiques patriarcales capturent des hommes et femmes libres qu'ils mettent en esclavage, afin de les obliger à construire les sociétés dont elles rêvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'à travers la traite négrière, ces sociétés eurasiatiques patriarcales, c'est-à-dire les Espagnols, les Portugais, les Européens de manière générale, ne feront que remplacer une population noire qu'ils avaient exterminée par une autre population noire qu'ils mettront en esclavage. Il n'y a donc pas eu un seul génocide, mais deux génocides contre l'Afrique. Le premier génocide contre les populations noires des Amériques et le deuxième génocide contre les populations noires d'Afrique. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne,
vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Donc, comme vous voyez, c'est leur mode de prédation, c'est leur mode de fonctionnement de Caucasiens, et ça a toujours été leur mode jusqu'aujourd'hui, avec les guerres et tout ça, ça n'a jamais changé. Dire qu'aujourd'hui, lorsque je vois des films de Marvel et tout le bazar qui sont des super-héros et tout le reste, je me dis, c'est vraiment des psychopathes menteurs. Parce que même eux-mêmes le savent. Même dans leur population, il y a des gens qui savent comme quoi qu'il y a un gros foirage, un gros claque. Voilà. Cette émission se termine là pour la deuxième partie et je vous laisse avec Kalala Omotunde, notre cher défunt. Donc les parents ont pris cette initiative de se dire que, bon, je ne peux pas laisser la situation au niveau de cette conscience de mon enfant se retrouver traîné dans la boue. Donc je prends l'initiative finalement et je prends sur moi, on s'organise au niveau du couple, au niveau de la famille pour faire les cours à la maison. La communauté noire, je dirais c'est la dernière communauté à penser l'organisation de son système scolaire comme si cette communauté n'a pas de projet pour elle-même. C'est ça qui est extraordinaire. Mais concrètement, M. Motunde, cette communauté n'a pas de projet pour elle-même. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'il faut avoir déjà un système de réflexion pour avoir un projet. Paul Faber on the track.